All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Will the court officer Madame la greffière d'audience, aurez-vous l'amabilité d'annoncer l'ouverture de cette cérémonie? La greffière d'audience, bonjour Madame la Présidente. Cette séance spéciale marquant l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2025 est ouverte. Marquant l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2025 est maintenant ouverte. Dear fellow judge, Chers collègues juges de cette Cour, Excellences, Madame la Présidente de la Cour suprême des Pays-Bas, Madame la Présidente et Vice-présidente de l'Assemblée des États parties, Monsieur le procureur, Madame le procureur adjoint, Monsieur le procureur adjoint, Monsieur le Président de l'Association du barreau de la CPI, Madame la Présidente des chambres spécialisées pour le Kosovo, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis de la Cour qui nous suivent en ligne, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à tous à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2025 à la Cour pénale internationale. Cette cérémonie annuelle intervient à un moment très crucial pour la Cour et ses partenaires, car elle est l'occasion de faire le bilan des réalisations historiques de cette institution, de réfléchir à son rôle dans l'ordre juridique international, fondé sur l'état de droit, et réaffirmer l'engagement ferme et inconditionnel de la Cour à l'égard de son mandat pour l'année à venir. L'année 2024 a été particulièrement marquante pour la Cour, marquée par une augmentation sans précédent des activités de la Cour, notamment les enquêtes, les procédures préliminaires, les procès et les appels. Cela devrait se poursuivre jusqu'en 2025 avec plusieurs jugements de première instance qui seront rendus cette année, ce qui, à son tour, alourdira la charge de travail de la section des appels, ainsi que les activités importantes dans le cadre de procédures de réparation et de procédures préliminaires, dont le nombre devrait croître davantage par rapport au niveau déjà très élevé de l'année écoulée. C'est dire tout simplement que le rôle de la Cour devient de plus en plus pertinent, alors que des millions de personnes à travers le monde vivent dans la misère et le désespoir, victimes d'atrocités, de violences et de persécutions. Pour eux, la Cour est une lueur d'espoir, et nous n'épargnerons aucun effort pour leur rendre justice et faire éclater la vérité. Les juges de la Cour ont continué d'exercer leur mandat judiciaire en toute indépendance, impartialité et dévouement, et ce, en dépit d'attaques et de menaces extérieures, y compris des mandats d'arrêt à l'encontre de certains d'entre eux, et les menaces de sanctions qui pèsent sur la Cour. Je salue avec gratitude le travail remarquable accompli par le personnel de la Cour. Nous sommes fiers de la réussite de la Cour et au nom de la dignité humaine, nous ne céderons jamais aux tentatives visant à saper et à éroder l'état de droit au sein de la communauté internationale.
J'appelle fermement les États parties et toutes les nations du monde à défendre la dignité humaine, les libertés et les droits fondamentaux, le droit international et la Cour pénale internationale. Je rappelle respectueusement aux États parties leur obligation de protéger la Cour et de coopérer avec elle de manière significative. Cette Cour, c'est la Cour de vos peuples, et vous leur devez, ainsi qu'aux victimes d'atrocités à travers le monde, de respecter l'engagement que vous avez pris, celui de mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale et de contribuer ainsi à la prévention de ces crimes. Je voudrais terminer en m'inclinant devant la mémoire des millions d'innocents qui ont perdu la vie et subi des atrocités et des persécutions inimaginables avant, pendant et après les guerres mondiales. Plus jamais ça, a-t-on dit, à l'unanimité à l'époque. Telle est la genèse de notre cours. La création de la Cour pénale internationale, j'en ai la conviction, est la cristallisation de l'effort et de la sagesse de l'humanité. C'est la raison d'être de la Cour pénale internationale. Et c'est pourquoi toutes les nations et toutes les personnes du monde doivent s'unir et se tenir à nos côtés pour la cause de l'humanité. Merci. À présent, avant d'aller plus loin, nous allons avoir le plaisir de savourer un spectacle musical. Cette année, nous avons une occasion unique d'apprécier la performance de Kodama 25, composée de Naomi Sato, qui jouera du sho. C'est un instrument de musique traditionnelle japonais à hanches libres, et de la chanteuse également Yoko Wende. En tant que première présidente japonaise de cette cour, c'est un plaisir particulier pour moi que de partager avec vous une partie de ma culture. J'invite Kodama 25 à se présenter devant vous.
Thank you. Merci. À présent, je donne la parole au procureur de la CPI, Monsieur Karim Khan. Madame, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour pénale internationale, Madame la Présidente et Vice-présidente de l'Assemblée des États parties, Madame la Présidente de la Cour suprême des Pays-Bas, Madame la Présidente des chambres spécialisées pour le Kosovo, Monsieur le greffier, Monsieur le Président de l'Association du barreau de la CPI, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, de la société civile, chers amis, chers invités, Mesdames et Messieurs, en réfléchissant à ce que j'allais dire aujourd'hui dans le cadre de mon allocution, je n'ai pu m'empêcher de penser à des discours sur l'impartialité, sur l'indépendance, sur l'état de droit, l'importance du droit à bien des égards. Pour les individus, pour la société, pour la communauté internationale dans son ensemble. Je me suis dit que je pourrais parler d'aspirations, d'ambitions, d'objectifs, évoquer des réalisations, des réussites. Mais comme Madame la Présidente l'a dit, l'ouverture de l'année judiciaire, ce n'est pas simplement un acte cérémonial. En effet, c'est l'occasion qui demande de notre part que l'on marque une pause et qu'on réfléchisse. Et l'essentiel du discours que je voudrais livrer aujourd'hui, puisque l'on m'a accordé l'occasion d'exprimer mon point de vue, c'est dire toute ma gratitude au personnel de cette Cour, à l'œuvre des organisations de la société civile et aux États qui nous soutiennent. Et surtout, je veux rendre hommage au courage des victimes qui vont contre vents et marées pour continuer à nous parler, à nous faire part de leurs récits, de leurs préoccupations. Des victimes qui font face ou qui ont fait face à des actes les plus pernicieux qui soient, car convaincus d'un idéal. Les juges n'ont pas d'armes, n'ont pas de fusils, n'ont pas de méthode de contrainte. Notre institution est une institution est aussi forte que l'appui que veut bien lui accorder la communauté internationale, alors même qu'elle doit se pencher sur les fléaux que subit l'humanité. Et comme nous le savons, Madame la Présidente, nous avons vu les effets du réchauffement climatique, l'impact sur les océans, mais nous avons également vu depuis des années maintenant ce qui se passe sur la scène internationale en matière de relations internationales avec le réchauffement climatique. Il y a un refroidissement, pour ne pas dire un gel des relations internationales dans certaines parties du monde. Et ce gel, son dégel dans bien des parties du monde est en train de fracturer le caractère prévisible des relations internationales et la stabilité des relations internationales. Et s'il est vrai que nous sommes en plein hiver, il y a des tempêtes réelles, mais aussi métaphoriques. Des mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de représentants de cette Cour. Des sanctions seront éventuellement peut-être imposées à la Cour. Mais dans ce contexte, je crois qu'il est important de comprendre que nous tous, en tant qu'élus de cette Cour, les procureurs adjoints, le greffier, nous sommes les gardiens temporaires, dans le cadre de nos mandats respectifs, de quelque chose qui est beaucoup plus important que nous, individuellement. En d'autres termes, nous sommes, et c'est tout à fait justifié, nous sommes des navires qui passent dans la nuit. Le cœur de cette institution, à mon sens, c'est son personnel, c'est le moteur, ce sont
les différents fonctionnaires de la Cour qui assurent le transport des témoins, les agents de sécurité que nous avons ici dans la salle, mais aussi à l'extérieur, à l'entrée, qui assurent notre sécurité, le personnel qui fait le ménage, les interprètes, les traducteurs, les avocats, les enquêteurs, les analystes, les agents chargés de la protection des témoins, les agents chargés des voyages, les agents chargés de la sensibilisation dans toutes les différentes sections de la Cour, dans les différents organes de la Cour, dont en coulisses travaillent sans relâche au service d'un idéal. Ils représentent, et je crois qu'il est important de le rappeler, ils représentent la mémoire institutionnelle de cette Cour. Ils incarnent les meilleures valeurs auxquelles nous aspirons et les valeurs du statut de Rome, parce qu'ils travaillent sous la direction et dans le cadre du mandat du statut de Rome pour rendre effectif le statut de Rome. Il est donc tout à fait important de souligner leur travail et de dire sans embâche, sans exagération aucune, que même si l'hiver est très froid, même si les nuits sont très longues et froides, même si les journées deviennent très courtes, tôt ou tard, le printemps arrivera. Il arrivera, et lorsque l'on apercevra les premiers signes du printemps, et je vous garantis qu'on les verra, j'espère qu'à ce moment-là, que le personnel se rappellera que le fait d'avoir bravé cet hiver, même l'hiver aux Pays-Bas, nous espérons qu'il y aura un été et que cela arrivera. Et que ce sera grâce à leur persévérance, à votre persévérance, votre détermination. Et pourquoi? Parce que les fonctionnaires de la Cour comprennent qu'il ne s'agit pas de nous individuellement, qu'on soit fonctionnaire ou élu. Le personnel de cette Cour comprend bien que la Cour incarne la justice. Elle représente les victimes, les millions de victimes que vous avez évoquées, Madame la Présidente, dans votre déclaration liminaire, qui se tournent vers cette institution, non pas en tant que locaux, qu'édifices, mais en tant que promesse. Une promesse envers le passé, mais envers le futur aussi. Qu'il y aura reddition de comptes, tôt ou tard, et que l'avenir sera meilleur. Et lorsque l'on fait face à une tempête, il est très important de bien s'attacher à ces principes et comprendre que les attaques ne visent pas simplement l'institution ou des personnes en particulier. Une attaque contre une institution dont la raison d'être et l'état de droit, c'est une attaque contre les victimes elles-mêmes. Et c'est en comprenant ce principe que nous pourrons conjuguer nos efforts avec la communauté internationale, les États parties et les personnes de bonne volonté pour persister, pour résister et pour rester au service de la justice. Et le travail de cette Cour, le travail que la Cour tente de faire au quotidien, avec la contribution d'organisations internationales qui se trouvent dans des camps de réfugiés ailleurs, avec la société civile en général, avec différents États qui s'efforcent de respecter les promesses qui sont faites et qu'on ne sacrifie pas les promesses à l'autel de l'opportunisme, de la facilité. L'objectif ultime, c'est de concrétiser le statut de Rome. Et ce n'est pas être naïf que de le dire. Ils sont nombreux de par le monde. Ceux qui font ce travail tous les jours voient les conséquences du non-respect des obligations prévues dans le statut de Rome. Lorsque les sociétés sont fragmentées, lorsque la vie de millions d'innocents est déchirée, détruite, laissée pour compte. Donc, au personnel de la Cour, ici, à La Haye et dans les différentes missions, aux organisations de la société civile, à la communauté internationale qui essaie de faire ce que nous rappelle cette citation à l'extérieur de ces murs pour construire un monde meilleur. Ce message est très simple. Nous n'avons pas d'autres options. Nous sommes condamnés à rester forts, déterminés et à chercher à protéger les victimes de ce qu'elles endurent déjà au moment où je vous parle. Cette alliance de l'humanité que j'ai évoquée, qui comprend la société civile, les victimes, les fonctionnaires de la Cour, tout cela illustre un espoir commun,
une alliance qui refuse de baisser les bras et qui refuse de renoncer à la quête de la justice au nom des victimes. La détermination, les espoirs de nos collègues nous aideront à assurer cette unité. Et ainsi, Madame la Présidente, ils montreront que les fonctionnaires auront eu raison, que la justice prévaudra et que la Cour survivra aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. J'invite à présent le président de l'Association du barreau de la CPI, Monsieur Philippe Larochelle, à prononcer son allocution. Madame la Présidente. Thank you, Madam President. Madam President, Your Honors, Judges, Mr. Prosecutor, Mr. Registrar, distinguished guests, dear colleagues, the International Criminal Court Bar Association, which represents counsel for defense and victims before the court, has the singular pleasure to be able to participate today in the ceremony marking the opening of the 2025 judicial year of the International Criminal Court. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de vous parler de toutes les questions importantes dont est saisie la CBPI pour résoudre de concert avec la Cour et toutes les parties prenantes ces difficultés-là. Je ne veux pas non plus vous parler de la prestation de services appropriés ni au soutien apporté aux victimes et aux représentants légaux devant la Cour. Je ne vous parlerai pas non plus de l'absence de mesures de soutien ni de l'inadéquation de l'aide juridictionnelle. J'aurai d'autres occasions pour en parler. Aujourd'hui, je veux vous parler des choses qui nous unissent plutôt que de choses qui nous divisent. Car, en dernière analyse, nous sommes ici, tout un chacun, parce que nous croyons que cette Cour peut contribuer à rendre le monde meilleur. En préparant mon allocution, j'ai décidé de relire le statut de Rome. Et je me suis dit, après avoir lu la première phrase dans le préambule, qu'il n'était pas nécessaire de relire tout le statut de Rome. Je vous rappelle ce que dit le préambule. Les États partis à ce statut, conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leur culture forme un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment. Je me suis contenté de cette citation pour préparer mon allocution, Madame la Présidente, Messieurs les juges, Mesdames, Messieurs les juges. C'est pour l'essentiel ce qui nous attire vers cette Cour. Un idéal de la justice internationale. Un idéal qui donne une voix puissante aux victimes des crimes qui choquent l'imaginaire et la conscience de l'humanité. Un idéal qui met fin à l'impunité, non pas avec un peloton d'exécution, mais en assurant des procès équitables. Un idéal qui, somme toute, aura un effet dissuasif et préviendra la commission ou empêchera la commission de crimes les plus graves auxquels l'humanité a dû faire face. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons lorsque, avec le procureur, avec le reste de la communauté internationale, ou la plupart des membres de la communauté internationale, lorsque le procureur demande la délivrance de mandats d'arrêt dans des situations partout dans le monde où des crimes allégués ont été commis, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou de la Palestine, du Bangladesh ou du Myanmar ou du Darfour, lorsque des demandes de délivrance de mandats d'arrêt sont formulées, c'est dans le respect de ce principe que nous sommes tous égaux devant le droit ou devant la loi. Quelle que soit la qualité officielle, tout le monde mérite d'être protégé, quelle que soit son ethnie, son appartenance religieuse, son genre. Comme vous tous, nous sommes profondément choqués par la notion selon laquelle des États seraient opposés
avec véhémence à cet idéal de la justice internationale qui tenterait de sanctionner cette Cour et qui tenterait de trouver des moyens malveillants pour nuire à cette Cour. Qu'est-ce que cela nous dit au juste de la situation? Eh bien, cela nous dit qu'il y a des forces dans ce monde qui s'opposent encore à la reddition de comptes, qui semblent préférer la violence et le conflit à la justice et à la paix lorsque cela sert leurs intérêts. Ces tentatives pour miner la Cour montrent à quel point il est nécessaire de poursuivre notre travail tant pertinent. Les sanctions et les menaces ne font que renforcer notre détermination à tenir des audiences et des procédures équitables dans les salles d'audience de cette Cour pour avoir un impact positif sur la vie des communautés affectées au nom desquelles nous faisons ce travail. Ces tentatives montrent également à quel point cette mosaïque qu'est la justice internationale est délicate, à quel point elle est fragile. Et cela nous renseigne également sur ce qu'il nous reste à faire si nous voulons léguer à nos enfants un monde plus pacifique et un sens plus aigu et plus développé de la justice internationale. Avec et grâce à nos membres, l'association du barreau de la CPI tend la main à des barreaux un peu partout dans le monde, des universités, des ONG, pour continuer de mobiliser le soutien nécessaire en faveur de la Cour et pour construire une coalition pour faire front à ces sanctions injustes. Notre cause est juste et la BCPI ne permettrait pas que l'on intimide la Cour. Avec vous, nous nous opposerons à ceux qui s'opposent à cette Cour. Je souhaite encore aujourd'hui terminer en français. Sur une citation qu'on attribue à Gandhi, qui aurait dit qu'on juge la grandeur d'une nation à la façon dont les plus faibles y sont traités. Or, Madame la Présidente, les plus faibles dans notre institution, ce sont les membres des équipes de défense et des victimes. Ils sont sous-payés, exposés et vulnérables et bénéficient de protection sociale minimale. Or, les sanctions actuelles exposent la Cour à un examen plus approfondi de son fonctionnement et de la façon dont elle traite les gens qui y travaillent. Tous les gens qui y travaillent. Alors que la crédibilité de l'institution est plus importante que jamais, il est crucial qu'elle offre un environnement équitable à toutes les personnes qui y travaillent, qu'ils soient des employés permanents ou simplement des membres des équipes des accusés et des victimes de passage. Mais je vous rassure tout de suite, Madame la Présidente, nous n'attendrons pas que cela arrive pour nous porter à la défense de la Cour. Nous sommes déjà habitués à en faire beaucoup plus que ce pour quoi nous sommes payés. Et ces sanctions risquent simplement de nous fournir une motivation supplémentaire pour continuer de le faire. Mais nous terminons en insistant, encore aujourd'hui, pour que la Cour nous traite dignement, qu'elle nous écoute aussi en dehors des salles d'audience, pour que le travail acharné et la contribution de nos membres soient enfin reconnus à leur juste valeur. Je vous remercie de votre attention, Madame la Présidente, Messieurs les juges, et je nous souhaite, une année judiciaire couronnée de succès, de suspects et d'accusés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Larochelle. Notre prochain orateur, c'est Monsieur Marc Dubuisson, directeur de la Direction des services judiciaires. Monsieur Dubuisson va faire son allocution au nom du greffier, Monsieur Osvaldo Zavala Aguilera, qui malheureusement n'a pas pu assister à la présente cérémonie. Monsieur Dubuisson, vous avez la parole. Madame la Présidente de la Cour, Madame, Monsieur les vice-présidents,
Mesdames, Messieurs les juges, Monsieur le procureur, Madame, Monsieur les procureurs adjoints, Monsieur le président de l'association du barreau de la CPI, Madame la présidente de l'Assemblée des États-parties et Madame la vice-présidente, Madame la présidente de la Cour suprême des Pays-Bas et Monsieur le vice-président, Madame la présidente des chambres spécialisées pour le Kosovo, Excellences et distingués invités, chers collègues de la Cour. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2025 qui marque la 24e année d'existence de la Cour pénale internationale. L'inauguration de la nouvelle année judiciaire offre une occasion précieuse pour réfléchir à l'année écoulée et envisager les opportunités et défis à venir. Au nom du greffier, je remercie tous ceux qui, au cours de l'année écoulée, ont apporté un soutien indéfectible à cette institution. Je vous souhaite une bonne année judiciaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'année 2024 a été marquée par un niveau d'activité important à la Cour. Nous avons tenu 163 audiences publiques au cours desquelles le greffe a aidé 73 témoins à déposer, facilitant leur témoignage à la fois en personne ou via vidéoconférence. La CPI reste résolument engagée dans une justice centrée sur les victimes, en soutenant 13 012 victimes participant aux procédures cette année, guidée par l'objectif d'assurer une implication significative, inclusive et sécurisée des victimes. L'année 2024 a également permis de renforcer notre excellente collaboration avec le Fonds au profit des victimes en soutenant la mise en œuvre des réparations dans les affaires Ntaganda et Ongwen, toutes deux d'une ampleur et d'une pertinence accrue. La gestion réussie de l'importante charge de travail judiciaire de l'année dernière n'aurait pas été possible sans le travail acharné, la résilience et l'ingéniosité de mes collègues du greffe. L'année dernière, nous avons soutenu 101 missions pour les équipes de défense et les représentants légaux des victimes, fait plus de 323 demandes de coopération auprès des États et des Nations Unies, assuré la protection de 110 témoins ainsi que leurs proches à travers le programme de protection de la Cour, soit environ 700 personnes, fourni plus de 2496 jours d'interprétation dans 28 langues grâce à la section des services linguistiques, et renforcer nos capacités technologiques et la sécurité de nos systèmes d'information grâce à la section de gestion de l'information. Le greffe reste déterminé à améliorer et à rationaliser les opérations de la Cour en développant continuellement des pratiques stratégiques et politiques conformes à notre mandat et à nos valeurs fondamentales. Cela comprend la mise en œuvre de la nouvelle politique d'aide judiciaire, la révision de la stratégie pour les victimes et l'organisation du séminaire sur les questions médicales en détention. En regardant vers l'avenir, nous faisons face à une réalité préoccupante et sans précédent, dans laquelle la Cour est de plus en plus soumise à des attaques visant à saper sa capacité à remplir son mandat. Au milieu de ces défis, nous ne devons pas perdre de vue la mission fondamentale de la Cour, qui est de rendre justice aux victimes par le biais du système du statut de Rome et de fournir un mécanisme permanent pour répondre aux crimes les plus graves. En 2025, le greffe fera avancer la stratégie pour les victimes, faciliter la participation et l'engagement effectif des victimes est crucial pour le travail de la Cour.
Un rapport préliminaire est en cours d'élaboration pour aborder les besoins et défis évolutifs auxquels les victimes sont confrontées dans le cadre du statut de Rome. Nous collaborerons avec les parties prenantes, internes et externes, ainsi qu'avec les victimes elles-mêmes, afin d'élaborer une stratégie holistique centrée sur les victimes. Le greffe reste pleinement engagé à soutenir les fonctions de la Cour dans ses activités judiciaires, de coopération et administratives, en travaillant sous le principe d'une Cour unifiée, malgré les adversités auxquelles nous pourrions être confrontés. À ce titre, nous avons pris des mesures pour sécuriser les opérations de la Cour en 2025, notamment grâce à la mise en œuvre d'un plan directeur en matière de cybersécurité visant à améliorer nos capacités de surveillance et de détection des activités malveillantes. Face aux tentatives répétées visant à perturber l'exercice de la justice, nous devons nous rappeler que pour les victimes et les communautés qui aspirent à la justice et à la paix, le travail que nous accomplissons ici, à la CPI, est une importance cruciale et nous devons le poursuivre. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier au nom du greffier le personnel de la Cour, les États parties, l'État hôte, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes pour leur confiance, leur soutien et leur engagement qui nous permettent de remplir notre mandat. Je vous remercie. I thank Mr. Dubuisson. Merci, Monsieur Dubuisson, pour cette allocution. J'invite à présent le groupe Kodama 25 pour une deuxième prestation musicale.上を向いて歩こう涙がこぼれないように思い出す春の日一人ぼっちの夜上を向いて歩こう滲んだ星を数えて思い出す夏の日一人ぼっちの夜幸せは雲の上に幸せは空の上に上を向いて歩こう涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜ララララララララララララ思い出す秋の日一人ぼっちの夜
悲しみは星の影に悲しみは月の影に上を向いて歩こう涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜一人ぼっちの夜I'd like to thank Naomi Sato. J'aimerais remercier Naomi Sato et Yoko Wende d'avoir enrichi la cérémonie de ce jour par cette magnifique performance. I now have the great C'est pour moi un immense plaisir de vous présenter l'invité d'honneur de ce jour et notre oratrice principale, Son Excellence Dineke de Groot, présidente de la Cour suprême des Pays-Bas. Après avoir étudié le droit et les humanités à la Vrije Universiteit Amsterdam et à l'Université de Vienne, la présidente de Groot est devenue un membre de la magistrature néerlandaise, et ce depuis 1990. Elle a été nommée juge de la Cour suprême des Pays-Bas ou Hoge Raad en 2012, puis a été élevée au poste de présidente de la Cour suprême en 2020, devenant ainsi la première femme présidente à occuper ce poste dans l'histoire de la Cour suprême néerlandaise. Depuis 2011, la présidente de Groot est professeure à Vrije Universiteit Amsterdam, titulaire de la chaire Justice et résolution des conflits. Les Pays-Bas, en tant qu'État partie, et conformément au principe de complémentarité, ont la responsabilité de poursuivre les auteurs de crimes relevant de la compétence de la Cour au niveau national. Les juridictions néerlandaises, à cet égard, jouissent d'une vaste expérience dans le jugement de ces crimes. Mais plus important encore, la Cour et les Pays-Bas entretiennent une relation unique et en tant que pays hôte, les Pays-Bas jouent un rôle essentiel dans les activités quotidiennes de la Cour et veille à assurer la sécurité et l'indépendance de la Cour. C'est donc pour moi un honneur particulier d'avoir la présidente de la plus haute juridiction des Pays-Bas comme oratrice principale à l'occasion de cette cérémonie. Madame la présidente de Groot, vous avez la parole. Excellence. Madam President, I apologize. Madame la Présidente, je m'excuse pour mon nom de famille. Il est un peu trop néerlandais. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les vice-présidentes,
Monsieur le greffier, le procureur, membres et agents de la Cour, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un honneur de prendre la parole devant vous à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire de la Cour pénale internationale, qui est une institution qui entretient de solides relations avec vous tous, avec les Nations Unies, avec la communauté internationale qui agit contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, qui entretient des relations avec les juridictions nationales et avec les peuples pour lesquels nous défendons les valeurs de l'humanité. En tant que présidente de la juridiction d'une juridiction nationale qui est la Cour suprême des Pays-Bas, il se trouve que j'en suis arrivée à relever la proximité institutionnelle avec la CPI, alors que physiquement, nous travaillons aussi à proximité l'une de l'autre, ici à La Haye, la Cité internationale de la paix et de la justice. Depuis de nombreuses années maintenant, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale et la Cour suprême des Pays-Bas invitent à tour de rôle, dans le cadre du club judiciaire de La Haye, nos membres et les membres des autres tribunaux internationaux basés à La Haye en vue de se retrouver et de mener des réflexions sur les thèmes liés à l'administration de la justice par les tribunaux avec l'appui du maire de La Haye. Le mandat de la CPI consiste à juger des personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression. Ce mandat repose sur le droit international public. De nos jours, les gens vivent dans une constellation mondiale avec un niveau de conflit armé et de violence sans précédent dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. La réalité virtuelle coexiste avec la réalité même et la recherche de la vérité est remise en question. Plus que jamais, il est important que les traités internationaux et les législations nationales défendent et renforcent les démocraties basées sur l'état de droit et protègent les droits fondamentaux des citoyens. L'adoption de tels traités et législations incombe aux hommes politiques, dont le rôle essentiel est d'empêcher que ne se répète l'histoire séculaire qui veut que les sociétés s'effondrent dans des cycles de violence, de menaces, d'exploitation et d'abus. L'effondrement de la société dans ces cycles s'accompagne d'un risque élevé que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale puissent survenir. Le respect de la loi passe en définitive par les tribunaux, nos tribunaux. La réduction de l'impunité pour les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, et désormais je vais uniquement évoquer les crimes internationaux, est une activité globale. L'engagement de le faire par le biais du droit international qui lie les États, les entités similaires et les peuples ne date pas de si longtemps. Par exemple, ma cour existe depuis 1838 et ses prédécesseurs remontent à l'époque de Grotius. Malgré cela, aux Pays-Bas, l'évolution du droit en la matière depuis 2002 est plutôt limitée vu les développements qui sont intervenus à partir de 2002, lorsque le statut de Rome est entré en vigueur et a porté création de la CPI. L'élaboration de cette forme de droit international contraignant s'appuie sur l'expérience des tribunaux chargés de juger les crimes de guerre et la longue tradition d'assistance ou d'entraide mutuelle en matière civile et pénale. Ce travail de traduire dans les faits le droit international contraignant est en cours et est loin d'être aisé. Il faudrait, pour cela, tirer parti de l'expertise juridique ainsi que du courage, de la sagesse et de la fidélité envers l'humanité. Mais la simple existence de ce corpus de droit contraignant encourage la communauté des États à le mettre en œuvre et favorise une plus grande acceptation de sa valeur pour la population. Ce faisant, l'utilisation de ce concept de bonne administration de la justice, un élément familier de la tradition d'entraide judiciaire en matière pénale, est clairement reconnaissable. J'aimerais à présent partager avec vous quelques observations sur les changements et les développements intervenus aux Pays-Bas en lien avec le mandat de la CPI. Aux Pays-Bas,
le statut de Rome a donné lieu à une législation plus cohérente sur la compétence et la responsabilité pénale individuelle dans les affaires présentant un élément d'extranéité et sur la coopération des autorités nationales avec la CPI. Le principe de complémentarité inscrit dans le statut de Rome est une incitation à faire évoluer les enquêtes et les poursuites, aboutissant à la tenue des procès et à la fixation des peines. En général, nous pourrions considérer le principe de complémentarité comme faisant partie du concept de bonne administration de la justice et évoluant de manière plus concrète. Aux Pays-Bas, comme dans beaucoup d'autres juridictions, traditionnellement, le concept humanitaire de bonne administration de la justice sous-tend la législation sur la coopération entre les États dans les affaires pénales comportant un élément d'extranéité. C'est plutôt un concept ouvert qui favorise la mise en balance des intérêts dans une affaire donnée. Ce concept inclut des aspects tels que la concentration des poursuites au moment et à l'endroit le plus approprié, le respect du principe ne bis in idem, la recherche des lieux les plus indiqués pour les poursuites, les procès, l'exécution des décisions dans la perspective de l'État où le crime international a été commis, dans la perspective de l'accusé en détention, du condamné ayant besoin de socialisation, des victimes et des sociétés qui doivent pouvoir constater que justice a été faite. Ce concept implique également des aspects et des intérêts tels que l'application du droit, l'équité du procès, la recherche de la vérité, la reconnaissance sociale, la réconciliation et la justice réparatrice. Avant l'adoption du statut de Rome, il était déjà courant aux Pays-Bas de prêter attention à ce concept de bonne administration de la justice lorsqu'il fallait juger les affaires pénales comportant un élément d'extranéité. Ce n'était pas seulement le cas pour le législateur, mais également pour la police, le procureur et les juridictions. Le statut de Rome et par la suite la CPI ont encouragé à porter une plus grande attention à ce concept. Ils ont également attiré l'attention sur une approche juridique plus systématique concernant les crimes internationaux. Le statut de Rome et la CPI soutiennent le partage des connaissances et des expériences pertinentes et renforcent la sécurité juridique dans l'objectif de réduire l'impunité pour les crimes internationaux. En créant une telle législation, le législateur néerlandais reconnaît que, selon le principe de complémentarité inscrit dans le statut de Rome, la responsabilité première de la lutte contre l'impunité des suspects des crimes internationaux incombe aux États parties au statut de Rome. Le législateur néerlandais a également déclaré que, en tant que pays hôte abritant de nombreux tribunaux internationaux et cours internationales à La Haye, les Pays-Bas ont le rôle spécial et la responsabilité de prévenir l'impunité des personnes coupables de crimes internationaux. Dans ce contexte, les règles de droit interne relatives à la compétence et à la responsabilité pénale individuelle sont alignées sur le statut de Rome. Avec la loi sur les crimes internationaux de 2003, les possibilités d'enquête, de poursuite concernant et de procès des crimes internationaux aux Pays-Bas se sont considérablement élargies. Pour les crimes commis avant l'entrée en vigueur de l'acte, plutôt de la loi sur les crimes internationaux, la loi sur les crimes de guerre de 1952 mérite d'être mentionnée. Cette loi établit la responsabilité pénale pour les crimes de guerre et la compétence à l'égard de ces crimes en prenant en compte les obligations découlant des conventions de Genève. Une division spéciale du ministère public néerlandais traite de la poursuite des crimes internationaux. La division coopère avec l'équipe de la police chargée des crimes. Les affaires proviennent de différentes sources, des individus, des ONG qui signalent les crimes, des demandes d'aide judiciaire émanant des tribunaux, des autorités d'immigration qui ont de bonnes raisons de croire qu'un demandeur d'asile a pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Je vais maintenant vous donner quelques exemples d'affaires portées devant les juridictions néerlandaises pour démontrer les changements et l'évolution du droit aux Pays-Bas concernant la réduction de l'impunité pour les crimes internationaux en lien avec le mandat de la CPI. Contrairement à l'approche actuelle adoptée par
la loi sur les crimes internationaux aux Pays-Bas qui traduit en droit interne le statut de Rome. Une précédente législation était orientée sur les traités. Un exemple de cette approche antérieure se trouve dans une affaire concernant Desi Bouterse, ancien président de la République de Suriname, décédé le mois dernier. En 2000, la Cour d'appel néerlandaise a ordonné, à la demande des parties intéressées, que le ministère public poursuive Bouterse, oui, pour sa participation à la torture et au meurtre de 15 opposants à son régime, le régime qu'il dirigeait en décembre 1982 au Suriname. Suriname était une colonie néerlandaise qui a acquis son indépendance en 1975. La Cour d'appel a estimé approprié d'engager des poursuites contre Bouterse aux Pays-Bas parce que cette éventualité était improbable au Suriname ou ailleurs dans un proche avenir, et d'autre part en raison des liens qui unissent le Pays-Bas au Suriname. Une importante population surinamienne vit aux Pays-Bas et au moins une des victimes était de nationalité néerlandaise. À l'époque où cet arrêt a été rendu, la législation en vigueur aux Pays-Bas a prévu la compétence extraterritoriale universelle à l'égard de la torture sur la base de la loi de mise en œuvre de la Convention contre la torture. Toutefois, cette loi étant entrée en vigueur en 1989, le fondement juridique des poursuites devait être, selon la Cour d'appel, le droit international coutumier combiné à une application rétroactive de la loi. Le procureur général de la Cour suprême a introduit un pourvoi en cassation dans l'intérêt du droit, sollicitant l'annulation de la décision de la Cour d'appel. La Cour suprême a jugé en 2001 que, selon le principe de l'égalité, qui fait partie de la Constitution et du Code pénal, interdisait l'application rétroactive de cette loi, étant donné que la compétence universelle établie depuis lors à l'égard de la torture, indépendamment du fait que le droit international coutumier prévoyait une telle compétence, car le législateur n'avait pas explicitement prévu la rétroactivité de la loi de mise en œuvre de la Convention contre la torture. Plus tard, Bouterse a été poursuivi au Suriname. Ces poursuites ont abouti à un verdict de culpabilité irrévocable pour sa participation au meurtre perpétré en décembre. La Cour d'appel de Suriname, en 2023, en avait ainsi décidé. 6 ans après l'arrêt de la Cour suprême en 2001, dans cette affaire concernant Bouterse, la conclusion dégagée dans cet arrêt, selon laquelle aucun effet rétroactif de l'extension de la compétence n'avait été prévu, cette conclusion a été suivie dans une autre affaire. Après que le ministère public a initié des poursuites contre Pambara, qui résidait aux Pays-Bas, où il a demandé l'asile pour crimes de guerre et torture au Rwanda, en 1994, le procureur du TPIR a demandé que ce suspect soit également poursuivi aux Pays-Bas pour le crime de génocide. Ce dernier chef de génocide a par la suite été jugé irrecevable. Dans un arrêt de 2008, la Cour suprême a décidé que le fait que l'accusé résidait aux Pays-Bas ne suffisait pas à fonder la compétence, car la loi sur les crimes internationaux permet de juger un résident, ne permet que de juger un résident aux Pays-Bas pour génocide commis ailleurs, et cette loi n'est entrée en vigueur qu'en 2003. La Cour suprême a ajouté que ni dans la loi sur le crime international ni ailleurs, un effet rétroactif n'a été conféré à cette disposition sur la compétence, même si le législateur l'avait voulu, et au regard de l'article 7 de la Convention européenne sur les droits de l'homme, aucune règle n'aurait pu empêcher cet effet rétroactif. Cette dernière remarque n'est pas passée inaperçue aux yeux du législateur. En 2012, un changement a été apporté à la loi pour ajouter la compétence universelle à l'égard du génocide commis à partir du 24 octobre 1970, date à laquelle la loi de mise en œuvre du génocide, de la Convention sur le génocide, est entrée en vigueur aux Pays-Bas. Le dialogue entre le législateur et la Cour montre que l'approche adoptée dans la loi sur les crimes internationaux visant non seulement à appliquer
le statut dans l'ordre interne, mais également de réduire l'impunité des crimes en connexion avec le mandat de la CPI. L'attention accrue portée aux enquêtes, aux poursuites, aux procès concernant les crimes mentionnés dans le statut et la loi néerlandaise sur les crimes internationaux est visible dans les décisions judiciaires publiées sur le site web des services judiciaires des Pays-Bas en accès public. Généralement, depuis 2000, des affaires de génocide, de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture ont été jugées aux Pays-Bas. Et ces crimes concernent des crimes internationaux perpétrés dans plusieurs pays tels que l'Afghanistan, l'Éthiopie, l'Irak, le Libéria, le Rwanda, le Sri Lanka et la Syrie. La première condamnation irrévocable fondée sur une compétence universelle date de 2024 et concerne des actes de torture perpétrés en République démocratique du Congo en 1996. La juridiction néerlandaise a appliqué la définition de la torture figurant dans la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que consacrés en droit néerlandais par la loi de mise en œuvre de la Convention sur la torture. Récemment, une juridiction de première instance néerlandaise a déclaré coupable un ressortissant néerlandais pour réduction en esclavage alors qu'il se trouvait en Syrie. La victime était une femme jézidi. Ce fait a été qualifié de crime contre l'humanité. La Cour a appliqué la loi sur le crime international et la définition des crimes contre l'humanité stipulée dans le statut de Rome. Les affaires portées devant la Cour suprême suite à des jugements et arrêts rendus Des affaires sont portées devant la Cour suite à des jugements et des arrêts rendus en appel et en première instance. C'était le cas en 2017. 5 affaires ont été portées contre des activités de l'armée de libération de l'Elam Tamoul, connue sous le nom de Tigre Tamoul. Ces personnes ont été déclarées coupables d'avoir participé à une organisation avec pour but de commettre des crimes internationaux au Sri Lanka dans le cadre d'une attaque généralisée dirigée contre la population civile tamoule. Ces affaires ont réaffirmé le principe selon lequel, en cas de conflit armé interne, où s'applique le droit international humanitaire, l'application du droit pénal national n'est pas exclue. Dans la juridiction plus récente, dans le domaine des infractions terroristes, nous observons des procédures hybrides, des poursuites hybrides. Il s'agit de combiner plusieurs poursuites sur la base, par exemple, de la loi sur les crimes internationaux avec des poursuites basées sur le droit pénal néerlandais. Nous avons vu que le ministère public, par exemple, a combiné les charges de crimes de participation à une organisation avec l'intention de commettre les crimes internationaux en violation de la loi néerlandaise, conformément au statut de Rome, avec les charges retenues pour participation à une organisation avec l'intention de commettre des infractions terroristes. Par exemple, je vous cite une affaire où une personne a été déclarée coupable par la Cour d'appel de La Haye et condamnée à 7 ans de prison pour participation à une organisation dans le but de commettre des infractions terroristes, d'avoir violé l'article 3 des Conventions de Genève, consistant en l'atteinte à la dignité de la personne, traitement cruel, humiliant et dégradant dans le cadre d'un conflit armé non international. L'accusé était un Néerlandais qui est allé en Syrie en 2014. Il a participé à une organisation jihadiste bannie en vue de commettre des crimes de terrorisme. Il a posé en photo près d'un homme qui a été pendu à une croix. Il a posté ensuite la photo sur sa page Facebook. La photo a été distribuée à un groupe de jeunes dans une ville néerlandaise. Un dernier recours devant la Cour suprême a été rejeté. J'aimerais conclure mon propos sur la bonne administration de la justice en tant qu'élément essentiel de la coopération entre la CPI et l'État hôte, les Pays-Bas. La coopération internationale, l'assistance judiciaire font partie du statut de Rome et à ce titre se fondent sur le droit international. Comme l'a indiqué le législateur néerlandais, la coopération des autorités nationales avec la CPI est une responsabilité importante, vu l'objectif commun que nous partageons, à savoir punir l'impunité des personnes coupables de crimes internationaux. Elle est encore plus importante pour le pays hôte, la CPI, qui facilite la rencontre des avocats, des suspects, des témoins, des experts et du public afin que la justice puisse être faite. Nous avons assisté tantôt à l'ouverture de la cérémonie
à la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire, qui est une occasion pour nous de faire une pause, de réfléchir sur les activités de la Cour et son engagement envers le mandat pour la nouvelle année. C'est dans cette mesure, dans une certaine mesure, l'ouverture de l'année judiciaire peut être considérée comme une occasion de réfléchir sur les perspectives de solidarité, pragmatisme et efficacité qui ont présidé à la création du statut de Rome et de la CPI et de son mandat. La CPI et les juridictions nationales jouent un rôle crucial pour réduire l'impunité pour les crimes internationaux dans le cadre d'une bonne administration de la justice. En substance, les juridictions nationales et la CPI partagent des perspectives communes de solidarité, pragmatisme et efficacité. Ces trois perspectives sont inhérentes au fonctionnement du statut de Rome et nous encouragent à avancer fermement, mais prudemment, vers la sécurité juridique en matière de réduction de l'impunité. Gardons ces perspectives à l'esprit au cours de l'année à venir et défendons ensemble la bonne administration de la justice. Merci, Madame la Présidente, pour votre invitation. Merci à tous pour votre bienveillante attention. Madame President de Groot, Merci infiniment, Madame la Présidente de Groot, pour votre éclairage, pour cet exposé édifiant qui illustre avec éloquence les activités des juridictions néerlandaises. Je partage fermement votre espoir que ceci sera l'occasion pour nous de réfléchir sur les perspectives de solidarité, de pragmatisme et d'efficacité qui ont présidé à la création de cette institution. Excellencies, ladies and Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie solennelle. Dans un moment, nous aurons l'occasion de tenir des discussions plus informelles dans le hall de la Cour autour d'une petite collation avec du café et du thé. Merci une fois encore. Merci à tous de vous être joints à nous à l'occasion de cet événement symbolique, exprimant par là même votre engagement en faveur de notre noble mandat. Comme je l'ai mentionné dans mon allocution d'ouverture, l'heure est venue pour nous, mais plus encore pour les États parties, d'agir. Ce qui nous attend, c'est une épreuve décisive pour tester notre engagement collectif en faveur de la justice pénale internationale. J'ai la ferme conviction qu'en agissant ensemble avec détermination, guidés par notre engagement indéfectible à lutter contre l'impunité des auteurs de crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, et à soutenir les victimes de ces crimes, la Cour et l'État de droit au sein de la communauté internationale pourront sortir plus forts et plus résilients que jamais. Je déclare par la présente ouverte l'année judiciaire 2025 de la Cour pénale internationale. La présente cérémonie est close.